Merci, Monsieur le Président. Donc, quand vous alliez au camp pendant toute cette période et que vous parliez à vos collègues militaires et que vous appreniez qu'ils avaient été attaqués, que certains avaient été tués, etc., ça vous donnait pas envie de participer avec eux au combat? Vous n'aviez pas vous êtes un militaire professionnel. Vous vouliez pas vous battre? Vraiment, vous me faites rire. Me battre pour quelle cause? Parce que cette bataille n'avait pas son sens. Puisque la télévision nous a montré qu'un individu représentant les LMP a déchiré les résultats. Moi, je sais déjà de quel côté la balance est. Pourquoi aller me battre? Je ne peux pas me battre dans ce sens. Je suis désolé. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous avez demandé ces arrêts maladie pour éviter d'aller vous battre, parce que c'était contre vos convictions, c'est ça? Bon, je ne sais pas si vous voulez interpréter ma pensée. Alors, je vais reposer la question peut-être plus simplement. Les arrêts maladie, vous nous avez dit que à chaque fois que l'arrêt maladie pendant toute cette période arrivait à sa fin, vous le faisiez renouveler, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Vous le faisiez renouveler, c'était un moyen de ne pas aller vous battre, n'est-ce pas? Bon, monsieur l'avocat, moi je fais partie des militaires qui se sont battus en Bayakro en 2002. Voilà, je sais comment les choses se présentent. En 2002, moi, je fais partie des soldats qui étaient sur le sous-groupement numéro 1 de Mbayakro. Voilà. Donc, je ne voulais plus encore... C'est-à-dire, bon, nos amis même qui ont perdu leur vie, là, leurs familles sont restées comme ça. Ils sont perdus pour un gros zéro. Donc, pourquoi j'allais encore m'engager dans ça? Or, je sais même que la cause pour laquelle on se bat là est une cause vaine. Je ne pouvais pas venir me battre pour ça, je suis désolé. D'accord. D'où la demande d'arrêt maladie. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Si vous le voulez, c'est ça. D'accord. En 2002, vous avez mentionné à l'instant 2002, vous voulez parler de l'attaque par les rebelles en septembre 2002, c'est ça? En septembre 2002, effectivement, il y a eu une attaque des assaillants. Et nous sommes venus contre eux. Nous les avons repoussés d'Abidjan. Mais, monsieur l'avocat, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire le ministre de la Défense d'alors, M. Lida Kwasi Moïse, lui-même, il a piégé les armes de la 3e région qu'est Boaké, la 2e région qu'est Daloa et la 4e région qu'est Korogo. Sous prétexte que les Zinzin Bayofoué sont des miliciens du général Guy Robert. Donc, il faut les enlever à Abidjan, il faut les mettre à l'intérieur du pays. Et lui-même, il a piégé, c'est-à-dire il a enlevé les percuteurs dans les armes de ces casernes-là. Donc, il y a eu une première attaque le 7 et 8 janvier 2001, quand nous avons chassé les rebelles, les assaillants d'Abidjan. Arrivés dans ces zones, ils ont été accompagnés. Ils n'ont pas pu s'arrêter. Mais cette fois, M. Lida Kwasi Moïse lui-même a piégé les armes de ces régions-là. Donc, quand ils ont quitté Abidjan, ils ont eu de la place pour s'installer à Boaké et consorts. Voilà. Donc moi, je ne peux pas engager ma vie encore dans une chose pareille. Je suis désolé. D'accord. Alors, vous avez dit à l'instant qu'on comprenne bien, vous avez parlé de, je crois que c'était janvier 2001, quand nous avons chassé les rebelles. Alors, ça c'est avant septembre 2002, c'est quoi? Vous faites allusion à quel événement? Janvier 2001, quand nous avons... Attendez, quand nous avons chassé les rebelles. 1. De quels rebelles s'agit-il? 2. Est-ce que vous étiez militaire et dans quelle unité? Et où se sont passés ces événements dont vous parlez? Ok. Le 7 et 8 janvier 2001, je n'ai pas dit rebelle, hein, j'ai dit assaillant. Voilà, il ne faut pas confondre les mots. J'ai dit assaillant.
Voilà. En janvier 2001, les 7 et 8 janvier 2001, j'appartenais à l'unité BASA, bataillon d'artillerie sol-air. Et effectivement, il y a eu l'attaque des assaillants. Ils ont même introduit une cassette dans la télévision de Côte d'Ivoire qui émettait. Et effectivement, nous avons été déployés autour de la télévision de Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à les mettre en déroute et ils ont fui à Abidjan. Mais arrivé à Bouaké, effectivement, puisque les armes à Bouaké étaient correctes, les gens de Bouaké aussi ont prêté main forte et ils ont réussi à leur donner, à les dérouter. Et bon, ben, il y a eu même un avion qui a décollé à cette époque, un Alpha Jet. Après, où on a dit non, l'Alpha Jet ne sait pas sur la colonne de la Mercedes noire. Voilà, je ne sais pas si ce mot peut vous rafraîchir. La Mercedes noire. Et cet Alpha Jet, bon, on n'a pas vu, on n'a pas su ce qui s'est passé. Mais néanmoins, les gens sont sortis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, juste pour que les choses soient claires pour nous, ces assaillants dont vous parlez, c'était qui et ils venaient d'où? Oui, mais ces assaillants, le ministre de l'Intérieur d'alors de M. Gbagbo, paix à son âme, maître Émile Bogadoudou, nous disait que lui, ça c'est juste après l'attaque des 7 et 8 janvier 2001 dont je vous parle, qu'il connaît où ces assaillants-là empruntent le bus et où ils s'entraînent. Donc lui, il sait où ils sont localisés au Burkina Faso, à Ouagadougou. Non, c'est pas moi, je dois maintenant dire où ils sont quittés ou bien. Maître Émile Bogadoudou, je le dis bien, je suis précis. Après l'attaque des 7 et 8 janvier 2001, il y a eu un appel diplomatique des dirigeants du Burkina qui ont dit aux dirigeants ivoiriens que non, vos déserteurs là, ils sont ici. Et Maître Émile Bogadoudou est sorti dans la télévision nationale de Côte d'Ivoire pour dire il sait à quel arrêt ils empruntent le bus et où ils vont s'entraîner. Moi, je suis boxeur. Tant que je vous fixe dans les yeux, vos coups de poing ne peuvent pas me toucher. Voilà. D'accord. Bon, tout ceci est clair, mais est-ce que vous pouvez vraiment, nous on a besoin d'essayer de bien comprendre et de savoir qui a fait quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom, 2 noms ou 3 noms des chefs de ces assaillants-là, qu'on sache de qui il s'agit? 1 ou 2 chefs, ou 2 ou 3 chefs, Oui, mais c'est pas secret. Maintenant que, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas savoir de nom. À l'époque de 2001, là, on ne peut pas savoir de qui il s'agissait. On ne peut pas savoir. Sinon, le commandement ivoirien de cette époque le sait mieux que moi. Je ne peux pas savoir. Mais c'est seulement maintenant, après 19 septembre 2002, à une rencontre de Togo, que l'actuel président de l'Assemblée nationale, j'ai nommé M. Zoro Diom, a dit qu'il est le responsable de ces choses. Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, à cette époque, en 2001, là, je ne connaissais pas qui était derrière tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ces assaillants sont dirigés par Soro Guillaume. Et puis, il y a une nouvelle attaque en septembre 2002. Est-ce que ce sont les mêmes assaillants? Est-ce qu'ils sont encore dirigés par Soro Guillaume? Bon, je crois que vous mélangez un peu mes propos. Je n'ai pas dit les assaillants qui ont attaqué en 2001 là étaient dirigés par Soro Guillaume. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis que ces assaillants, à cette époque, je ne savais pas par qui ils sont dirigés. Comment je peux le savoir? Des gens que je n'ai pas vus. C'est seulement quand on a dit nos coups de feu ont tué Koulibaly Kadiomogo, qui était un ancien élément de la FIRPAC, qu'on a su que, donc, ça doit être peut-être les déserteurs, là, parce que Koulibaly Kadiomogo, il a été tué à la RTI, paix à son âme. Voilà, mais dire qu'en 2001, là, je pouvais vous dire que non, c'est Soro Guillaume, je suis désolé, ça, je n'ai pas dit ça. D'accord. Alors, on va essayer de simplifier, de clarifier un petit peu les choses. Vous nous avez dit qu'il y a eu une attaque en septembre 2002, n'est-ce pas? Oui, le 19 septembre 2002, oui. D'accord. Et vous étiez à Bouaké, c'est ça? J'étais à l'École nationale des sous-officiers d'actifs en stage
du peloton 2. Et quand il y a eu... Attendez. Oui, À Boaké. oui, à Boaké. Qui a attaqué? Et soyez simple, si vous pouvez l'être, et donnez-nous le nom du ou des chefs des attaquants, que vous les appeliez assaillants, rebelles, comme vous voulez, si vous le savez. Et si vous ne savez pas, vous nous dites « je ne sais pas ». Oui, mais le 19 septembre 2002, quand il y a eu l'attaque, le premier mot qui est venu, on dit c'est une mutinerie des Zinzins et Bayofouet. Voilà, c'est une mutinerie des Zinzins et Bayofouet. Donc, dans un premier temps, voilà ceux qu'on sait qui ont attaqué. C'est plus tard maintenant, quand le président est venu du Vatican, de Rome, au pied de l'avion, celui qui m'embrasse, je l'embrasse. Celui qui m'attaque, je prends mon glaive et je l'attaque. Et maintenant, c'est des jours plus tard qu'on a compris que, effectivement, ce n'était plus les Zinzins et Bayofouet, mais c'était les militaires déserteurs. Les anciens militaires qui ont déserté. Voilà. D'accord. Ils étaient commandés par qui? Bon, dans les périodes de désertion, là, si on peut définir par qui ils étaient commandés, je crois que c'était IB. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, le premier BCP s'est battu contre IB en 2002 et s'est encore battu contre IB en 2010-2011, c'est ça? Bon, si vous interprétez comme ça, oui. C'est ça ou c'est pas ça, monsieur? Oui, mais c'est ça. Bon, alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez pendant la crise post-électorale la TCI. Vous pouvez nous dire ce que c'est la TCI? Ouais. C'est une télévision qui a été créée au Golfe. D'accord. C'était une télévision plutôt pro-Gbagbo, plutôt pro-Ouattara? C'est une télévision au Golfe. Au Golfe, là, c'était les pro-Ouattara qui étaient là-bas. Est-ce que cette télévision relayait des appels, des mots d'ordre, par exemple, à manifester? À l'encontre de qui? Sinon, moi, je n'ai pas entendu de mot d'ordre à manifester dans cette télévision. Parce que, bon, c'est pas à tout moment. Je ne suis pas assis devant toute la journée. C'est quand je suis à la maison, j'ai un bout de temps, j'allume pour regarder. Sinon, je suis dehors. D'accord, mais vous regardez les informations? Oui, je regarde les informations. À propos du Golfe, est-ce que vous étiez en contact avec des personnes qui étaient au Golfe pendant toute la crise post-électorale? À dire vrai, non. Mais seulement, il y avait des personnes des personnalités avec qui j'ai marché, que j'ai accompagné dans des déplacements qui étaient au Golfe. Mais réellement, dans la période du Golfe, je n'avais pas de contact avec eux. Parce que le contact qu'il y a avec moi, c'est quand eux, ils m'appellent. Sinon, moi, je ne les appelle pas. Quand eux ont besoin de moi, ils m'appellent. Voilà. Donc, comme ils ne m'appelaient pas, donc il n'y avait pas de contact entre nous. D'accord. Alors, je vais passer à un autre point que je voudrais éclaircir, si vous voulez bien, que je voudrais éclaircir avec vous. C'est le récit que vous nous avez fait de l'intervention d'un, si j'ai bien compris, d'un recruteur qui s'appelait Zambi. C'est ça? C'est un recruteur? Zambi est un jeune patriote. Un jeune patriote, effectivement, à un moment donné, Zambi est un jeune patriote. D'accord. Je vous interromps et vous me pardonnez parce que vous nous avez déjà tout expliqué, donc on ne va pas recommencer. Moi, je voudrais vous poser des questions à partir de ce que vous nous avez dit. D'accord? Donc, attendez mes questions. Alors, à une question de la représentante de l'accusation qui vous demandait est-ce que les deux personnes dont vous dites qu'elles ont été enrôlées, vous vous souvenez que vous avez parlé de deux personnes? Bien sûr.
Est-ce que ces deux personnes ont suivi une formation? Je crois que vous avez répondu oui. Vous avez répondu oui? J'ai répondu que c'est une formation temporaire, c'est-à-dire voilà, une formation à la légère. Une formation à la légère. Voilà. Ma question est, comment vous le savez? C'est compte tenu du temps où ils sont arrivés chez moi et la période où ils ne sont pas venus et où ils reviennent maintenant, ils sont en treillis et ils sont en armes. Donc je n'ai qu'à me situer de leur passage ce jour-là et le temps qu'ils ont mis et ils sont revenus là en treillis avec le grade de caporal. Ça me permet de dire que non, la formation est légère. D'accord. Mais s'ils sont militaires, qu'est-ce qu'ils font chez vous? Ils ne sont pas dans un camp? Ils n'ont pas des devoirs de militaires? Ils peuvent sortir quand ils veulent? Oui, mais un militaire, il a un temps où il peut sortir. Un militaire n'est pas un prisonnier. D'accord. Donc vous les avez vus, ils vous ont vu et vous avez parlé, c'est ça? Ils sont même venus chez moi à la maison avec leurs armes. C'est-à-dire, puisque j'ai découragé, je les avais tous découragés à retourner. Mais eux, ils se sont entêtés pour aller se faire enrôler. Donc, ils sont venus me montrer que non, effectivement, ils sont devenus militaires. Voilà. C'est comme ça que moi, j'interprète leur acte. D'accord. Et puisque vous parlez, ils vous ont dit où ils allaient être affectés, n'est-ce pas? Mais ils étaient déjà affectés au nouveau camp, au premier bataillon d'Akwedo. D'accord, parce qu'il me semblait avoir compris de vos propos que vous ne saviez pas s'ils avaient été affectés à une unité spécifique tout à l'heure. Là, vous nous dites au premier BCP. Non, premier bataillon d'infanterie. Ah, pardon. D'accord. D'accord. Alors, vous avez dit aussi à la représentante de l'accusation que vous appeliez ce recrutement un recrutement clandestin parce qu'il n'y avait pas... parce que le processus habituel, appel dans les médias, etc., n'avait pas été respecté, c'est ça? Oui. Mais c'était un temps de tension, Oui. un temps de guerre. Oui. Est-ce que c'est étonnant que dans des circonstances exceptionnelles, il n'y ait pas le même processus suivi qu'en temps de paix? Mais monsieur l'avocat, vous me faites rire un peu. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Si on doit incorporer la jeunesse ivoirienne au sein des forces armées, on s'arrange pour que toute la population ivoirienne ait l'information. Pourquoi ça va se passer seulement dans les zones qui nous sont favorables? D'accord. Alors, vous nous avez, à propos de cet événement, vous nous avez dit que le dénommé Zambi avait donc parlé à des jeunes gens pour essayer de les convaincre, puis qu'il avait quitté, si j'ai bien compris, la zone dans sa voiture, et qu'il avait été arrêté à un barrage et qu'on avait trouvé des armes dans sa voiture, c'est ça? Ça, c'est quand il venait à Kouédou. Quand il venait à Kouédou. J'ai peur de ne pas vous suivre. Vous nous avez dit qu'il essayait de recruter des gens, pas qu'il essayait de recruter des militaires. Donc pourquoi est-ce qu'il vient à Kouédou? Non, c'est vous qui ne m'avez pas compris. J'ai dit, Zambi est venu avec des jeunes du département de Saint-Fra. C'est-à-dire, il les a recrutés depuis le village Kouet-Infla et il les a mis dans son véhicule pour Kouédou. Et quand ils arrivaient à Kouédou, il faisait déjà nuit. Donc, chaque soir, à partir de 18h30, 19h, il y a un barrage qui se met à l'entrée d'Akwedo et à la sortie d'Akwedo. Et c'est ce barrage à l'entrée-là qui les a interpellés. Et dans la fouille, qui a découvert des armes dans le véhicule de Zambi. Donc, il les a conduits au camp. Voilà comment j'ai parlé. Vous voulez dire un barrage à l'entrée du camp d'Akwedo et un barrage à la sortie du camp d'Akwedo, c'est ça? Oui, sur le goudron. D'accord.
D'accord. Et vous étiez là quand Zambi a été interpellé en quelque sorte? Dans le groupe que Jambi dirigeait, il y avait mon neveu dedans, qui a déjà habité à Kwedo avec moi et qui est allé au village, que j'ai encouragé à retourner au village parce que le champ de son papa est décédé. Donc il devait aller s'occuper du champ de son papa. Et c'est celui-là maintenant qui est dans le groupe. Donc il leur a dit non, j'ai mon oncle qui habite à Kwedo, on peut séjourner là la nuit et demain on va partir. Et c'est comme ça, quand la garde a découvert les armes dans leur voiture, la garde les a maîtrisées. Et c'est le lendemain matin, mon neveu là m'a appelé. Que ah, tonton, on venait, voilà le problème qu'on a eu la nuit. C'est comme ça que moi je suis venu maintenant au camp. Voilà. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Donc vous n'étiez pas là. C'est votre neveu qui vous appelle. Oui. Et vous, vite, vous vous dépêchez de venir, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi vous venez? Ah, mais parce que mon neveu est en difficulté. Moi, je ne savais même pas qu'ils étaient nombreux. Pour moi, c'était lui seul. Je ne savais même pas que c'était un nombre d'individus, un nombre élevé d'individus. Je ne savais rien. Parce que c'est au téléphone, il m'a appelé. D'accord. Et monsieur, vous nous avez dit de manière d'ailleurs très claire que vous aviez découragé les jeunes à s'inscrire, à s'enrôler, c'est ça? Non, je les ai découragés, oui, pour ne pas qu'ils s'enrôlent. Je les ai découragés pour qu'ils retournent au village. C'est ce que j'ai dit, oui. D'accord. Je leur ai expliqué que non, cet engagement-là n'est pas un engagement normal, c'est un risque. Ils peuvent perdre leur vie dedans même, donc de repartir au village. D'accord. Voilà. Et c'est un peu étrange, non, qu'un militaire décourage des personnes qui veulent s'engager dans l'armée. Ah non, ce n'est pas du tout étrange, surtout que la procédure n'est pas la procédure normale par laquelle on devient militaire. On a proclamé des résultats, le pouvoir est contesté, les partisans du pouvoir, les partisans des constatateurs enrôlent les jeunes gens. Or, on sait que toute la Côte d'Ivoire est déjà dans la main de l'autre parti. Et toi, tu vas laisser tes petits frères s'engager dans ça? Je suis désolé. D'accord. Quand vous avez expliqué à la représentante de l'accusation la procédure normale, vous parliez d'une procédure de conscription, n'est-ce pas? Bon, conscription, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, en Côte d'Ivoire, tous les jeunes de 18 ans doivent se faire enregistrer. Oui. Et puis ensuite, il y a un appel de certains d'entre eux Oui. pour qu'ils soient enrôlés dans l'armée. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ça, c'est une chose. Ça s'adresse à tous les jeunes, on est d'accord? Oui. Mais ce dont vous nous parlez là, si j'ai bien compris, je vous pose la question, ça n'a rien à voir. Il s'agit de dire à quelqu'un va t'engager volontairement. Ça s'appelle un engagement volontaire. C'est pas la conscription. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est cette différence-là qui distingue conscription d'un côté, dont vous nous avez expliqué les modalités hier, et cette histoire avec Zambi? Ok, monsieur l'avocat. Le va t'engager vient de quelle autorité? C'est quelle autorité qui demande à ces jeunes-là d'aller s'engager? Quelle autorité? Maître Altit, Oui, monsieur le Président. it's 1 o'clock. Il est 13h. Non, non. Mais bon, c'est juste pour vous prévenir. Hein. Si vous voulez 5 minutes, nous pouvons vous donner 5 minutes. So we make Bien. Donc nous allons faire la pause déjeuner. Et nous reprendrons à 14h30 pour notre 3e séance de la journée. Merci, la séance est levée.